voter à l'élection municipale du 5 novembre prochain, vous devez être inscrit à la liste électorale. Si votre nom n'apparaît pas sur l'avis d'inscription reçu par la poste ou si vous y notez une erreur, vous devez vous rendre à l'un des 30 bureaux de la commission de révision de la liste électorale sur le territoire de la ville de Montréal du 7 au 17 octobre. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'UQAM. L'un de ces bureaux est situé dans la boutique Le Parchemin à la station Berry. Vous avez des questions? Visitez jevotepourmaville.ca. Le 5 novembre, je vote pour ma ville. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. Le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal vous offre pendant 11 jours plus de 350 courts et longs métrages de créateurs québécois, canadiens et internationaux. Profitez aussi de nombreuses installations en réalité virtuelle, de performances et expériences interactives, de 5 à 7 ainsi que de soirées et conférences. Ne manquez pas la 46e édition du Festival du Nouveau Cinéma du mercredi 4 au dimanche 15 octobre 2017. Plus d'infos sur www.nouveaucinéma.ca. Tous les vendredis et samedis, le bar Le Record vous convie à ses soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yéyé, go-go et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la pinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, le bar Le Record est situé au 76-22 rue Saint-Hubert, à 2 pas du métro Jean Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions. What a day et c'est Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc. Peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Le Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Wow. Wow. Milton, tu me fais un wow? Hashtag 300e. Ça va bien les gars? Ça va. Bien en forme. Je suis un peu sous le choc là, c'est la 300e. Bien en forme. Ouais, bon, officiellement, je trouve qu'on doit à 450 si on avait tout compté. Ça va, le jingle, t'étais un peu sous le choc avec le jingle, ça va? J'ai été un peu pris de court. Comme un contre de l'impact. Je croyais que c'était une pub de... Oh non! He did not. Qu'est-ce que j'ai fait? Hashtag bol d'or. Ah, il y avait l'air de bol d'or. Donc, bonne ambiance en studio. Julien, est-ce que t'es avec nous là? Est-ce que tu nous entends, tout ça? Ouais, bien sûr. Parfait. Parfait. On est bien content de vous retrouver pour une 300e. Pour l'occasion, on est tous réunis. On passe le bonjour à Lopo Avendano. C'est une personne en fait. Ouais. On s'est fusionné puis hop là. Et à la voix féminine, sujet très récurrent durant ces dernières années, qui va s'installer un jour ou l'autre, on le souhaite. Finalement, on aimerait ça, c'est comme ce serait plus gagnant, on serait plus champion. T'sais. Pour l'instant, on a Sofiane. Ouais. Oh, snap. En tout cas, kijiji.com, /Football Club. On cherche une voix féminine depuis 2011. Exactement. Donc, 300, je sais pas vraiment quoi vous dire. C'est un bel accomplissement. On est dans le paysage footballistique depuis un petit moment déjà. Et on est content d'ailleurs que vous nous le rendez bien avec tous vos commentaires, vos likes, vos tweets, vos partages et toutes les bonnes raisons qui font en sorte qu'on continue notre beau travail. Est-ce que 300, ça vous évoque quelque chose, chacun d'entre vous, les gars? Un petit tour de table sur... Pour moi, ça fait un chiffre rond. J'aime les chiffres ronds, honnêtement. J'ai pas de référence au nombre de sélections, au nombre de buts marqués, mais pour moi, c'est un chiffre rond. 300, c'est 6 ans de travail. Oh, wow! 6 quand même, hein? C'est bien. Ouais, c'est une fierté aussi. Je pense que de se rendre à un aussi
gros chiffres en termes de nombre d'émissions, d'enregistrements, puis comme tu l'as dit, ça se trouve, ça serait peut-être plus que ça. Donc, je pense que c'est cool d'être encore là, d'avoir encore la flamme, la passion de parler de ce qu'on aime, puis d'avoir des gens qui continuent à nous encourager et à nous féliciter. Puis je pense que ça en est pour beaucoup pour s'être rendu jusqu'à 300, je pense. Ouais, exact. Moi, je suis pas là depuis extrêmement longtemps, mais je vous écoutais avant de participer à votre émission. Puis, on est des enfants. Mais quand même, comme Reg l'a dit un peu, je pense que si tu te rends à 300, c'est qu'il y a une certaine qualité dans le travail, puis que les gens écoutent, encouragent, en veulent plus. Donc, bravo. Ce message a été payé pour réparer comme commandité par Dans les coulisses. Sponsor content, excusez-moi, je suis fatigué. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, à part bravo les gars aux originaux. Hein. Nous, on était, comme Julien, des consommateurs, puis... Vous êtes venus juste avant les 2 finales de conférence, donc le timing était bon. Vous avez vu l'impact, ça va mieux. Puis c'est cool aussi, je pense, d'avoir des originaux, avant que je laisse la parole à Julien, mais d'avoir 2 personnes en plus qui... Même on peut même compter Alec et Fred aussi, qui étaient des gars qui ont écouté, je sais pas si c'est depuis le début, mais qui ont écouté, qui ont aimé. Effet Drogba des... ils ont jump des gros snobs. Des jump on the wagon à ce moment-là. Donc mais c'est cool qu'ils fassent partie de la famille maintenant, puis c'est cool. C'est vraiment cool. On est clairement ouvert, ouais. C'est drôle, genre, comme je suis en train de... Julien, t'avais un petit truc que tu voulais nous dire, j'aimerais ça. Effectivement, moi c'est pas quelques mots, je suis désolé, je vais prendre un petit peu plus de temps, mais quand Sid a évoqué la 300e, ça m'a rappelé pas mal de trucs. Et voilà, je voulais parler de mon expérience Soccer sans frontières KNFC, vous allez voir le lien est vite fait. Mais en fait, c'est en 2012, tout part d'un délire entre potes, une passion commune, qui est celle du football. Et donc c'est pour ça qu'en 2012, sauf Reg, Sid et moi, on décide de créer sur les ondes de choc.ca Soccer sans frontières, avec l'idée de partager notre amour du ballon rond, qu'il soit local ou international. Alors avec nos moyens au départ, si on se réfère aux premières émissions, il y a des trucs assez drôles, comme on l'a évoqué, des jingles qui partaient pas, parfois on partait l'émission 15 minutes en retard. Enfin c'était assez folklorique, mais ce qui nous réunissait, c'était l'envie en tout cas de partager notre amour du football et surtout une vision que n'avait pas encore le soccer en Amérique du Nord. Alors notre émission est appelée Soccer sans frontières et je pense que ça on va rendre à César ce qui lui appartient, mais quand Sid et Sofiane ils ont décidé de créer ça, Soccer sans frontières, ça résonnait vraiment pour déplacer tous les clivages, toutes les barrières qui séparent parfois le monde amateur du monde professionnel, voire du monde associatif. C'est pour ça que nous, on a eu la chance durant les 300 émissions, que ce soit à Soccer sans frontières ou au KNFC, de donner la parole à tous ces acteurs du football, qu'ils soient professionnels. On a eu beaucoup de journalistes également. On a eu aussi beaucoup de personnes qui se réfèrent au monde associatif. C'est important pour nous de les entendre et d'entendre leur histoire. Il y en a qui ont été plus marquantes que d'autres, certainement d'un point de vue personnel. Mais voilà, on a pu vraiment grandir sous le nom de Soccer sans frontières et c'était vraiment l'idée. Ensuite, en 2014 est venu le Cannes Football Club. Et là, je pense que ça marque aussi un tournant. Et pareil, Sid ne fait pas jamais les choses à moitié. Et quand il parle de Cannes Football Club, il avait, à mon avis, la vision que c'était plus 4 personnes qui devaient être associées à ça, mais vraiment s'élargir. Et c'est pour ça que je pense que la venue des Milton, des Fred, des Alec, des Julien, des Freddy, des Yasmina, des Matt, des James, et j'en passe. Des Raphaël les aussi. Raph, bien sûr, sont en fait le fruit d'une pensée et une visionnaire qu'a eu Sid pour qu'aujourd'hui le KNFC fasse vraiment partie intégrante du paysage footballistique montréalais. Voilà. Et dans un souci d'évolution, il a fait plus que ça. Il a aussi fait le Trot de Poutine, devenu une marque légendaire, des tournois d'organiser, des parties de visionnage, des rencontres avec entre guillemets nos fans, mais c'est pas des fans, c'est des gens qui participent et qui collaborent à notre évolution. Donc voilà, je pense que cette 300e marque l'envie constante d'avancer et d'évoluer du Cannes Football Club en trouvant toujours de nouvelles idées dans la façon de communiquer et dans le contenu proposé. Donc j'espère qu'on va pouvoir être là à la 600e ou à la 1000e
et faire encore ce même constat d'évolution. Voilà. Waouh. C'est un jubilé, quoi. Non, ça, bon, les gars, on arrête. Ça me fatigue tellement quand les gens disent, ouais, ben, bonne 600e, t'es comme, 300, c'est déjà beaucoup. Mais, comme dit Jules, lorsqu'on a fait le virage Cannes Football Club, c'était dans la volonté d'être Metz Kun Podcast. On a t-shirt, des t-shirts les gars tout de suite. Ça va mal finir ça. non mais c'est vrai qu'il souligne d'autres aspects. Il y en a par exemple qui on dit on entend beaucoup moins Reg. Ouais, mais Reg il est très sur le terrain avec moi dans tous les tournois que j'ai pu faire, tous les événements, j'ai toujours compté sur Reg, tous les parties de visionnement. Il n'y en a pas un seul que j'aurais pu réussir sans lui. Donc on est dans d'autres aspects de la grande famille. Il y a Étienne Boutier qu'on va essayer d'intégrer aussi le plus possible au podcast, qui toute l'année vous a fait des avant-matchs d'une extrême grande qualité. C'était vraiment intéressant. Les avant-matchs qu'il faisait, aussi les résumés MLS, lui, Lambert ont beaucoup travaillé et ont apporté autre chose pour que sur le site web il y ait une continuité en matière de billets. C'est sûr que c'est cool d'aller référer à ce que fait Nilton et Jules dans les coulisses, mais c'est intéressant quand même d'avoir une offre sur cannesfootballclub.com. Donc là j'ai retrouvé une vieille description de l'émission et une petite liste comme ça non exhaustive de gens qu'on a reçus ou ont interviewé à l'époque: Juninho Pernambucano, Aurélien Collin, Raoul Loé d'Osasuna, Patrice Bernier évidemment, Justin Mapp, André Lefebvre, Colin Malas, Maxime Tissot, Philippe Lafroy, Wilfried Nancy, Frédéric Piquion, Rudy Garcia, Pierre-Richard Thomas, Patrick Juillard, Mansour Loum d'Afrique Foot, Alexandre Kenol, Thierry Cross de RMC, Olivier Brett, Frédéric Lord, Le Duc, Des Touches, toute la gang de toutes ces chaînes sont passées, Christian Payan, David Olivia de Tifo Magazine, une très belle initiative d'ailleurs, Culture Foot, Nicole Goyer de Soccer de rue, tu le dis, on a toujours été très orienté sur le côté associatif, Paul Desbaillés, Patrick Friolet, Arcadio, Olivier Tremblay, Simone Borg, Jonathan Tannenwall, Pablo Ortiz, Ludovic Martin, Philippe Armeling et d'autres que je dois oublier parce qu'à un moment donné j'étais un peu tanné de mettre à jour cette liste. Il y avait le sociologue qui a parlé de la culture des fans, entre autres, comme anthropologue ou sociologue, c'est super intéressant. Et donc en tout cas beaucoup de monde qui ont construit cette émission. Donc on remercie à tous ceux qui de proche ou de loin ont permis à ce qu'on arrive à ce chiffre symbolique Sparta. Attention au gif qui arrive sur Twitter. de 300. Et donc voilà. Est-ce que je peux raconter la genèse du nom Soccer sans frontières ou est-ce qu'on garde ça pour un livre? Je veux savoir. C'est déjà de quel livre tu parles? De quel livre? Je me rappelle un peu de l'histoire. Tu me dis si je me trompe totalement là. C'est que au début on n'avait pas vraiment de nom. On voulait juste parler foot. C'est dit mais mec, tu viens me parler à l'émission durera là. On fait une émission. Je dis ah bon. Ok, on va essayer. Moi, je suis très naïf. Là, ok, je vais suivre le vent, il m'amène. Mais en plus, j'ai commencé un blog à la dernière saison de l'Impact à NSL qui s'appelait Soccer au-delà des frontières ou Sophia au-delà des frontières. Voilà, Soccer au-delà des frontières. Et puis, on s'assoit à Choc pour faire la demande d'admission avec Marie-Lise Florent ou Marilyn Florent que j'ai reconnecté avec elle sur Twitter. Elle est Radio-Canada à Toronto. Et puis, elle était très très bonne. Puis elle nous a introduit. C'était le pôle de maintenant, là, de programmation, direction de programmation de Choc. Et puis, à un moment, il me posait une question. C'est le format. Tout ça, on parle de quoi? Puis elle pose une question. C'est quoi le nom de l'émission? On était, merde, on n'a pas vraiment cette solution. Donc, après, j'ai dit, on va prendre, Sydney, tu penses quoi, le blog, le Soccer au-delà des frontières? Elle dit, au-delà des frontières? C'est un peu long. Soccer sans frontières. Je dis ok, on va prendre ça, Soccer sans frontières. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je sais pas si c'était toi ou elle qui a suggéré. Moi, j'avais aucune suggestion. Juste dit le nom de mon blog pour dire c'était Soccer. En fait, elle s'est trompée parce qu'elle pensait à Médecins sans frontières. Oui. Donc, elle a dit Soccer sans frontières. Et puis, on l'a pas corrigé, on l'a fait aussi. Oh, c'est bon. On veut juste une émission. On veut le studio, s'il vous plaît. On veut un micro. On veut l'internet. Donc, c'est ça la genèse du nom initial. Malgré le nom a changé. Beaucoup de choses ont changé, mais l'essence de ce qu'on fait est tout le temps resté plus ou moins à travers différentes variations. On change de maillot, mais le ça me fait penser un peu à l'Impact, où il disait qu'ils avaient, au début, Moreau a dit au gars du graphisme, on joue en 5-3-2, puis le gars il dit, 5, c'est beaucoup. Il dit, gars, on va écrire 3-5-2. C'est ça, hein?
Non, ouais, c'est un peu ça. Tout est dans la présentation. Parce que c'est la même erreur quand ils ont mis dans le PowerPoint possession. Excusez-moi, je ris trop aujourd'hui. Donc, nous, on a déjà atteint 5 ans, hein, puis un bilan très positif, on a gagné la coupe. Le plan quinquennal, on l'a fait. Je vois, si j'ai pas dit, on était sacrée meilleure émission à plusieurs reprises, donc. La meilleure du dimanche. Ouais, très. Et comme le Jurgen a dit, les pionniers du podcast au Québec. Oui, les pionniers du podcast. Pas nécessairement les premiers, mais les plus questions et les meilleurs. Non, il y avait, je pense qu'à l'époque, il y avait Soccer Plus. Soccer Plus. Oui. Soccer Plus. Soccer Plus, ouais. Donc, pas les mais premiers. Mais on a commencé quand c'était pas à la mode. Hein. On était parmi les premiers, puis on est toujours là. C'est pas parce que t'es persévérant que t'es bon. Il s'avère que les persévérants est bon. Oui, ça comme ça. Donc, tu es humble, c'est un plaisir. C'est un régal. C'est personne dit que je suis bon qui va. Ouais, il faut commencer par soi-même. Qui va me le dire, exactement. Le mouton noir du foot. Donc, voilà, donc il fallait un petit peu souligner le coup. On remercie, tantôt t'as mentionné quelques participants. Je pense qu'il y avait aussi Antoine, j'ai pas entendu dans ta liste. Kéké aussi. Mehdi, Jean-Joseph, Camille, Julie, qui ont participé, Maréline aussi, toutes les fées de la régie qui nous ont beaucoup aidé et supporté, parce que c'est tu vois, maintenant que tu as un téléphone de meilleure qualité, je sais pas ce qui s'est passé chez Free Mobile, c'est plus agréable d'entendre, mais on a beaucoup jonglé pour éviter ce bruit très Afghanistan que tu nous as imposé durant de nombreuses années. Et le podcast où tu es présent s'appelle Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Julien. Sponsorisé par T-Mobile et Fido. Donc voilà, j'avais juste envie de souligner un petit peu ça, et merci beaucoup au petit creux du plateau et nous partenaires aussi qui nous suivent dans cette aventure. On a fait un beau party de poutine. Là-bas. C'est le fun. C'est le fun. Une bonne Puis on connecte avec des fans qui étaient là physiquement. Il y a tous ceux qui nous supportent. Abdou qui était là, même si t'es pas là. Abdou, donc on était très contents de vous voir. Et tous ceux qui, comme on sait, que ce soit des JS Bournival, original, Samba Pete, original toujours. Les gens qui connaissent mieux que nous ce qu'on a dit, ils nous ressortent des cassettes. C'est à peu près grâce ou à cause, c'est selon qu'on fait attention à ce qu'on dit maintenant, parce qu'on sait que si on le retrouve au stade, on va dire, tu te rappelles, t'avais dit ça, mais non. Toronto, on s'en donc non, merci JS d'être un fan invétéré, Pierre aussi. Beaucoup. Bravo à tous ces gens qui nous suivent et qui continuent. C'est grâce à eux qu'on, des fois, après la 3e défaite et consécutive et le 15e match qu'on voit, s'il n'y a pas les fans qui nous disent week-end, est-ce qu'il va y avoir un CCPP? OK. Voilà, c'est la motivation. Voilà, ça fait partie. La communauté qu'on a aidé à créer, qui vraiment fait que ça motive. C'est le fun, c'est la passion, puis ce qui arrivera, quoi. Donc, j'ai pas vraiment fait de programme d'émission, j'avais juste envie de me présenter par eFoot. On va faire un tour sur notre page Facebook qui est en pleine ébullition. Je vais essayer de voir si je peux mettre un jingle alternatif pour faire la transition. C'est quoi ça? Jingle cuisine. Tiens, je vais cliquer dessus, voir ce que ça donne. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Il a une voix un peu VTL. Occupation double. Il a une voix un peu. Regarde dans la ville. Bon, alors. Eric Savaille. On va commencer par la dernière publication de Sofiane. Daniel Novitz se cherchait des amis au tournoi de football. Il faut pas dire c'est qui a publié, sinon j'ai plus l'anonymité. Ils savent que tout ça c'est moi maintenant. Un Batman. Ouais, non, mais c'est drôle. Comme en ce moment, il se passe vraiment rien avec l'Impact. Ça me fait penser qu'il y a de nombreuses communications sur tout, sauf sur du foot. Non, mais c'est vrai. Et puis, il y a des belles réactions d'ailleurs sur ton petit mime. Vous, cette espèce de trou dans lequel l'Impact est solidement installé, un trou médiatique, un trou d'intérêt, un trou de tout. Un abysse médiatique. C'est un flop parce que on va dire. Stratégiquement, la conférence de presse d'hier était censée remplir ce trou-là, puis ça a été un gros flop de la part de l'équipe. Là, envoyer un communiqué 2 semaines à l'avance, une conférence de presse qui a servi
plus ou moins quelque chose. Là, on aurait pu remplacer cette conférence de presse par 2 phrases supplémentaires dans le communiqué. C'était, je veux dire, l'envergure de la conférence de presse, c'était so-so. Ça avait pas vraiment l'air professionnel. Ça tournait un peu sur un sujet d'à côté. Ils sont un peu responsables là, de leur trou médiatique là. On voit clairement que si les fans créent pas un peu de bruit dans les médias sociaux, ben, l'équipe se meurt d'elle-même. Puis pourtant, il y a une belle opportunité là. Ça va pas très bien au niveau sportif à Montréal, puis eux, ben, ils se sont un peu enterrés par eux-mêmes. Incroyable. Mais sans parler vraiment de la conférence de presse, est-ce que vous le ressentez? J'avoue que pour des raisons diverses, c'est mort. Mais c'est complètement mort. L'équipe va nulle part. Je pense que, non, mais c'est vrai, je pense qu'on s'ennuie un peu, puis ils font rien pour un petit peu rattraper ce qui se passe. Exactement. Ils sont juste en mode, bon, ben, on est là. Mais ils donnent rien aux fans pendant ce temps-là. La confirmation de ne pas faire les playoffs a été comme un dernier coup de poignard. Like, you're done. Ben, ils ont été surpris parce qu'on voit qu'ils ont pas de plan B, là. Exactement. Un peu comme la construction de leur équipe, il y avait pas de plan B. Là, présentement, ils ont pas de plan B pour couvrir le restant de la saison. Ils essayent un peu d'y aller avec une chance qu'il y a Patrice Bernier qui fait sa auto-promo, là. Heureusement qu'il prend sa retraite, sinon il ferait quoi? Et ouais, heureusement. Mais en termes, t'as fait un bon point. En voyant comment les Alouettes, c'est une indifférence totale. Exact. Le Canadien, ça va mal, mais c'est du buzz tout le temps. L'Impact avait une place parfaite pour se hisser dans cette et surtout. Non, mais t'imagines si Drogba était arrivé cette saison à la place d'il y a 2 saisons. Le timing parfait, tu sais. L'Impact de Montréal il doit toujours penser stratégique au niveau d'occupation médiatique, puis pas prendre pour acquis que le Canadien va prendre toujours toute la place. Ouais. Là, il se retrouve avec une fenêtre d'opportunité et probablement avec le pire club à vendre depuis qu'ils sont là. Et ne pas prendre pour acquis de te seulement baser sur les matchs que tu joues. Que juste ça, il faut que tu crées du contenu, tu crées du buzz par toi-même. Soit ta propre agence de relations publiques, mais fais ça très intelligemment. Là oui, c'est mort. À la limite, là c'est mort. Donne un peu de jus aux journalistes. Là, c'est sûr qu'ils commencent déjà à discuter, soit avec des coachs, soit avec des joueurs. Laisse fuiter 2-3 trucs. Là. Il faut alimenter la machine. Là. Il y a un truc quand même à Montréal. C'est à peu près comme ça en général. L'équipe gagne, les gens y vont. L'équipe gagne pas, les gens ils s'en foutent. Il y a quelques fans qui suivent, mais c'est bizarre, d'habitude, en général, on essaie de pas trop parler du Canadien, mais là, je pense qu'ils sont dans une abîme, je sais plus comment on dit. Une abysse. Peu importe, dans un trou. Un fossé qui vient de commencer, là. Et là, ils devaient quand même en profiter, ils l'ont pas fait. Puis là, le fait qu'ils font pas les playoffs, l'équipe est dans une spirale négative. Ils cherchent pas à y aller parce que c'est très dur, ils ont rien. Ce que tu dis sur le fait que quand ils gagnent, les gens y vont, mais quand l'équipe perd, les gens veulent du sang. C'est vrai. Et puis finalement, l'Impact fait un très bon travail justement involontaire. Mais un très bon travail pour canaliser tout ça et éviter du drama. Par exemple, le fait qu'à la conférence de presse, on va y revenir plus en détail. Joey dit Nesta, je sais pas d'où ça vient, ces rumeurs. Il leur a dit il y a 2 semaines qu'on n'aurait vraiment aucun contenu à parler sur l'Impact de Montréal parce que la rumeur Nesta a spiné pendant 3-4 jours et au final il y avait que ça à parler et tout le monde avait des exclus là comme il y a un super beau papier de Patrice Bernier que je vous invite à lire, je pense que c'est sur Radio Cannes, très très bon contenu, mais sa retraite à Patrice c'est bon, c'est pas le prochain match là, comme il y a encore 2 matchs, puis là tu te rends compte que il y a vraiment rien à dire, rien à faire de leur côté, aucune anticipation de l'an prochain. On sait pas toute la transparence qui n'existe pas. Mais c'est dommage parce qu'il y a des sujets, mais de toute façon, ils se déplacent pas pour parler de sujets. Je veux dire, aujourd'hui là, on a Brass devant nous là, on aurait des questions à lui poser qui peuvent être posées dès maintenant. On n'a pas besoin d'attendre au bilan. On peut déjà parler un peu des échecs, des voies d'amélioration. On peut déjà parler de ça aujourd'hui. Et Julien, vous en pensez quoi de tout ça? Tu veux y aller en France? Moi, vas-y. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et j'ai l'impression que cette fin de saison est à l'image de la saison complète, en fait. Que l'Impact a souvent raté le timing, que ce soit sur le plan sportif ou médiatique. Et voilà, ça me fait juste penser à ça. Je suis juste désolé de ça parce que, encore une fois, vous le dites mieux que moi, mais c'était sans doute la meilleure année pour se faire sa place
dans le paysage sportif parce qu'on lutte avec des gros sports nord-américains. Et c'est bien dommage de pas pouvoir en profiter cette année. Moi, je pense pas que c'était la meilleure. Je pense que, évidemment, quand Drogba était là, c'était le meilleur timing. Oui, non, je pense bien que sûr, c'était une année très importante pour justement Pour ne pas se casser la gueule. Bah, c'était l'après. Donc, du coup, c'est juste de voir, à partir du moment que tu prends la décision de pas le remplacer, que ça soit numériquement, de manière charismatique, dans leadership, pas que tu te tires une balle dans le pied, mais tu te mets vraiment dans une situation où tu es obligé de fournir la marchandise en termes de résultats. Puis si tu le fais pas, je sais pas, là c'est sûr tu dois rendre des comptes parce qu'il n'a juste jamais été remplacé. Puis c'est pas la première fois qu'on le répète. Est-ce que l'impact est trouvée suffisante selon vous? Est-ce que la sortie suffit? Est-ce que le club s'est peut-être senti un peu trop beau ou je sais pas, j'ai l'impression c'est clair que oui. C'est sûr que c'est ça. Mais Julien, vas-y. Non, mais c'est sûr qu'ils ont été pris de court en fait parce que eux ils croyaient, mais en fait ils croyaient en leur équipe. Puis tu sais, Nilton, tu l'as dit depuis longtemps qu'il ferait pas les séries, mais je suis sûr que jusqu'à il y a pas si longtemps ils y croyaient encore. Donc je pense que eux c'est assez récent où là ils doivent réagir. Puis aussi, ils ont devant eux une longue entre-saison. Là. Ça va être très, très long, non, c'est vrai. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à parler. Il va y avoir le dossier Biello, le dossier Nesta, etc., etc. Les joueurs, donc, c'est sûr que je pense que là, ils sont en mode panique un peu de comment on va rester présent dans ce paysage-là pendant si longtemps. Mais c'est vrai, je pense que ça aurait été Mais je pense pas qu'ils sont en mode panique. Ils sont en mode, genre, on hiberne, on calme les choses. Et en fait, on dit rien. Puis après, ils font leur post-mortem. Je suis pas convaincu. Il y aura des communiqués, tel jour n'ont pas été renouvelés. Et il y aura du buzz. Moi, je suis pas convaincu parce que c'est trop long. C'est sûr qu'on est à l'extérieur du club, là, mais de ce qu'on voit, c'est pas un club qui gère ses émotions. Non, je dis pas ça, mais en ce moment... C'est plutôt l'inverse. Oui, très bon concept, gestion des émotions. J'aime ça. Je sais pas ce que tu as lu ça, mais... Calafc.com /author/Sofiane-Benzaza. Mais pour dire, c'est que oui, au niveau émotionnel, ça va être un volcan, mais avec tous les rumeurs Nasta qui vont ressortir, Biello il s'en va pas, le préparateur physique il vient pas, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est qu'ils vont vraiment tuer le buzz, ils vont s'hiberner entre Toronto et New England. Bernier, la fiesta, le jubilé, ils vont donner une petite peinture, un petit ballon, puis c'est fini. Et puis là, ça va commencer. Ça va être plus que ça, ça va être plus que... Mais non, eux, ils vont calmer le jeu. Okay. Mais s'ils peuvent. Ils peuvent pas contrer les fuites. Non, ils peuvent pas contrer les fuites. Exact. Mais eux, ils vont pas se créer du buzz. Je pense pas que des Saintis au bras vont aller dans le vestiaire et gueuler sur quelqu'un maintenant. Ils vont dire, on se calme. On fait rien d'anormal, puis on va laisser le drama venir tout seul via les fuites. Mais à part ça, ils vont calmer et gérer la communication. Pas certain que ça aide au renouvellement du membership, des billets de saison. Je pense pas certain. Ça, c'est un autre problème, ça. Non, mais l'idée d'hiberner, c'est bien beau, mais après, derrière, comment tu veux qu'on parle de toi? Comment tu veux, vendre des merchandising? Comment tu veux générer quoi que ce soit quand tu te mets en mode hibernation? Et Julien a un point sur le fait que ça va être long. Et c'est juste que ça va être long parce que là, c'est novembre, décembre, janvier, parce qu'on va arrêter de croire que les gens vont s'intéresser au Supercraft. Mi-février, on va commencer à avoir des matchs Tampa Bay sur Facebook Live. On envoie Nilton en reporter à Tampa Bay. Je sais pas qui en Floride. Mais là, tu l'avais dit une fois que justement que c'était drôle, l'impact. Quand ils vont en playoff, c'est bien pour eux parce qu'on en parle en positif évidemment parce qu'ils sont en playoff. Dans une période où on pense pas au foot, on pense à autre chose, parce qu'il fait un peu plus froid. Mais là, ils vont disparaître. Mais complètement. Mais ça dépend de ce qui va ressortir sur... Je veux dire, la première saison de l'Impact, quand March a été congédié, on va dire les vraies affaires. Bravo. Ils sont pas disparus. Il y a eu toute cette histoire-là. Il y a un hype qui continue par rapport au fait que c'est nouveau. Ouais, peut-être. C'est nouveau, c'est la première année, c'est la première off-season de la première année. D'après moi, il n'y aura pas une conférence de presse de Ferrari là, dans un lobby d'hôtel et pour créer du contenu. Encore là, écoute, l'Impact de Montréal, je m'attends à tout là. Tout se peut. Là. Je veux dire, la dernière saison, ça a été le Piatti Watch avec Boca Junior. L'année d'après, c'était Drogba. À la limite, le mercato, c'est normal, c'est partie de l'écosystème de chaque club, mais c'est plus les intempéries les intempéries qui proviennent de nulle part, comme quelqu'un qui avait une Esta au Café Ferreira. Là, il y a un problème. Concrètement, comme le Piatti Watch, c'est intéressant. Mais là, Piatti, il vient de signer pour son 5 millions jusqu'à 2020. Il n'y a rien qui va se passer. Zemaili, il vient d'arriver à l'été. Il n'y a rien qui va se passer. Et après, je pense que globalement, les gens sont un peu tannés, comme des plus ou moins vraies rumeurs de ciment qui n'ont jamais vraiment excité qui que ce soit. Donc, qui peut générer de l'intérêt, même s'ils sont sur le marché du positif. Non, mais quel joueur qui, si, comme il est convoité,
va générer un intérêt plus de 36 heures sur le mercato. Non, mais en tout, juste, nommez-moi. À partir du moment où les 3-4 que je vous ai nommés. Ouais, mais cette saison. Soit verrouillés ou soit comme pas intéresse personne. C'est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Mais si c'est plutôt hier disait la vérité concernant Nesta puis que c'est pas dans leur plan puis que ça a été une mauvaise rumeur ou juste une association de faits pour dire que Nesta s'en vient puis que Montréal décide vraiment de se tourner vers l'option coach à la Martineau, ça va être ça la conversation là, de l'été, du mercato, je veux dire. Et c'est là où le point de Nilsson de faire des fuites intelligentes pourrait aider à créer du bas. Ça se fait partout. Et quand Chalibom, je lisais ton ancien article cette semaine. Quand on parlait de l'avenue de Chalibom, get a room, qu'est-ce que c'est piri. Sure, ouais. Don't be jealous. Chalibom avait dit que Montréal avait rencontré plus de 150 candidats. 150 candidats, non, mais ça compte, ça inclut le coach de Jean Talon Rosemont U19, ça inclut pas mal de monde. Ça inclut une recherche algorithmique sur LinkedIn.com. Donc, dans les 150... Chalibom, il n'était pas là tout le temps. Faut le dire aussi. Non, mais on va parler de la conférence de presse avec un petit extrait qui buzz énormément. 15 000 vues sur la page Facebook. On va se remettre cette petite passe d'armes entre Nacho et Philo. Après, tu me donnes aussi ton salaire aussi? C'est quoi? C'est pas important ça. Tu es ici pour les gosses et toi, dans la radio, appelle pour toi pour dire ah Nacho, c'est combien que lui gagne? Oh Nacho. Dog Life. Donc, il était énervé, hein. Il était vraiment énervé. Non, mais au cas où l'Impact ne veut pas de star à Montréal, est-ce qu'on peut envoyer un convoi constitué uniquement de gars qui s'appellent Filosa ou comment ça se passe en fait? Genre chaque fois qu'il y a un gars qui est bon, il faut envoyer ce gars-là qui comprend rien et qui dit n'importe quoi. Mais comment ça se passe? Ok, c'est un truc de fou quand même à chaque fois. Hein. Ok, ça va faire bizarre là. Ça va faire bizarre là. Je vais faire l'avocat du diable, ok? Son problème... À qui? Philosophe, c'est pas un problème. Je veux dire, sa façon de voir est unique et c'est ça qui cause des problèmes. Il peut pas arriver avec sa vision nord-américaine en disant « Je suis chez moi, je vais adapter mon cadre nord-américain à toute situation. » Je veux dire, moi, fais des recherches. Oui. Fais des recherches. Mais il faut savoir faire ces recherches-là parce que... Je comprends pas. Vous êtes sérieux? Moi, je trouve que la question, elle est ultra légitime. Non. La question était légitime en 2013, 2014, mais là, c'est bon. Sa question, c'est pas... On sait que les joueurs donnent pas tout leur salaire à la messe. Mais en quoi c'est pertinent de savoir combien il fait? On le sait, on le sait. Ça sera diffusé après. Pourquoi dans la conférence de presse, il l'a demandé? Moi, j'avais un malaise. Lui, il ne dévoile pas son salaire. Comment? Parce que le syndicat des joueurs, c'est un sondage. Il demande aux joueurs combien ils vont gagner. Volontairement. Puis, il y a des joueurs des peu qui donnent leur salaire. 10 parce millions. qu'à un moment donné, c'est su par d'autres sources. Mais Piatti, particulièrement, lui, Piatti a quand même écrit 450 000 sur la liste. Mais tout le monde sait c'est quoi son salaire. 5 minutes avant, on le sait. Sauf que, pour analyser le travail de Joey Saputo, parce que les mêmes sur notre page Facebook qui sont en train de nous dire on s'en fout de son salaire, sont les mêmes qui vont dire Joey dépense pas. Sauf que si tu sais pas combien il dépense Joey, genre comme véritablement, tu peux pas l'accuser de pas dépenser. Et genre comme, mais je pense que si c'est connu que Joey, il dépense effectivement du 3 millions sur les ciments, du 4 sur Dzemaili et du 5, etc. sur Piatti. Je pense que le procès sur sa gestion d'argent, d'ailleurs c'est le sien, il fait ce qu'il veut, mais serait différent. Parce qu'on saurait que, il y a sur ces 3 salaires-là, c'est pas du 450 000. Attends une minute, mais lui, sa présentation, là, quand il pose la question, il dit pas, je veux savoir ton salaire. C'est pas ça qu'il demande. Fan m'appelle à la radio. Il dit, les fans veulent savoir. Il peut pas être porte-parole des fans de foot. Il est tout sauf un fan de foot. Non, mais ça, c'est un peu faux cul. Il peut pas me représenter parce que quand je l'entends parler, il est pas en train de parler en tant que fan de foot. Je suis d'accord. C'est impossible. L'argument qu'il a amené était faux et surtout c'était la mauvaise année. 2017, mon frère, c'est fini. On le sait que c'est comme ça. Spécule. Nous, ça fait 3 ans qu'on le sait que Piatti, on va dire entre 1 et 2. Et c'était confirmé quand il s'est plaint. Il me reste encore 10 jours à jouer, je veux plus d'argent. Et voilà. Il l'a dit, je fais pas 4-5 millions. Non, mais le timing. Donc on se dit, il doit faire 1.5, disons 2, on spécule. Et là, Joey Saputo vient de confirmer ce qu'on a prédit depuis des années, disant que le gars-là fait pas ça. Moi, je trouve que ça s'appelle de l'intelligence journalistique. T'es dans une équipe, t'es
t'es dans une ville où déjà ce sport-là c'est un petit peu compliqué pour qui s'établit. Il est différent. C'est underground. C'est underground. Okay. Là, il vient avec ses skills de journaliste qu'il a sûrement appris en regardant Drummondville contre Non, c'est un très bon travailleur. Attends. Il travaille énormément. Et il est très bon dans la boxe. Bah non, mais parce qu'il fait pas bien son travail. Parce que s'il faisait bien son travail, ok, quand Drogba est arrivé, il saurait que quand t'es en Europe, t'es pas obligé de parler aux journalistes tous les jours. Tu comprendrais ça, qu'il y a des zones mixtes, puis que tu parles aux joueurs quand lui est dispo à te parler. C'est pas comme au hockey où tu rentres dans le vestiaire 100%. Et tu l'agresses quand il en serviette. C'est pas comme ça. Mais tu vois, moi, ce qui m'a dérangé de cette question-là, c'est qu'il y avait une mauvaise intention, parce que moi, j'ai réécouté la conférence de presse ce matin pour être sûr. Non, mais c'est important. Non, mais c'est important parce que tant qu'à dire des niaiseries, là, moi, je préfère écouter au complet. Puis après, 2 minutes avant, ok, Saputo a dit clairement, regardez les salaires des top 5. Piatti se retrouve dans les salaires des top 5. Donc, il sait le salaire. C'est entre 5 et 8. Donc, mettons 4. Voilà. OK? Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir plus? Pourquoi il va poser cette question? Moi, c'est ça qui me dérange. Je suis d'accord. Moi, je trouvais qu'il y avait une mauvaise intention. Non pas parce qu'il est méchant, juste parce que c'est son style. On le voit dans tous les sports qu'il couvre. Et puis, en tant que journaliste, il est très bon. Il va chercher les nouvelles. C'est ça. C'est son travail. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que, comme je me répète, on le savait que Piatti, on a expliqué qu'il faisait un certain montant, et le fait qu'il a demandé une prolongation a prouvé qu'il faisait pas 4 ou 5, qu'il faisait plus 1 ou 2, et Joey Saputo vient de confirmer ce qu'on dit depuis des années. Point final. Si dans ton analyse, tu peux pas comparer l'impact de Giovinco en termes de performance salaire avec l'impact de Piatti performance salaire, too bad. Moi aussi je peux pas. Tu peux pas non plus Jeremy Filosa, ni Vincent Détouche, ni Jean-Charles Lajoie, ni le gars de Toronto, ni le gars de Vancouver. Point barre. On est tous sur le même pied d'égalité. À partir du moment on est tous sur le même pied d'égalité d'être mal informé. Maintenant, spécule, mets des hypothèses, mets-les vers l'avant, mais ne cherche pas une information que tu sauras jamais, à moins que t'ailles dans son chèque de paye. Non mais c'est un peu. Moi je reviens sur le côté de la perspective de Joe Saputo, son investissement financier mis dans son équipe. Ça permet aussi de comprendre pourquoi. Ça fait du sens, mais à partir du moment, comme il dit Nilton, que juste avant. C'était pas ça son point. Non, mais que quand Nilton il dit que 2 minutes avant, il dit dans quelle branche de salaire il se situe. Tu gagnes quoi en voulant savoir et en plus en disant les fans veulent savoir que c'est faux. C'est sûr qu'il y en a plein de fans qui tu mens comme il y en a plein de fans. Tu veux savoir. Non mais c'est vrai, tu veux savoir et tu veux être le gars qui challenge la superstar. C'est ça le truc. Parce qu'il a envie de shine, il a envie que ça soit lui. Et son niveau l'historique. Il a fait la même chose avec Joe Saputo, il a fait 2 fois avec Drogba, c'est un historique. C'était pas philosophe. He wants to be that guy. C'est tout, man, il veut être la star. C'est le gars qui a traité de au-delà de la personne de qui est Filosa, on peut pas tant savoir. En tout cas, peut-être vous le savez, mais moi je sais qu'avec Drogba, il avait clairement échappé. Là, oui, sa prémisse de les fans veulent savoir, c'est peut-être malhabile. C'est maladroit. Mais je pense que dans le marché ici, la question est quand même légitime parce que moi je reviens à un peu ce que disait Sid. On chiale toute l'année que l'argent est mal investi sur le terrain, mais Piatti est pas le sujet de conversation. Non, mais quand même, si Piatti paye 1 million ou 5 millions, le 4 millions de différence, au moins on a plus d'informations pour analyser l'effectif puis analyser le 11 partant. Prends pour acquis là que du côté de Toronto, ils sont surpayés, il y a une taxe canadienne pour qu'ils soient présents. Non mais on sait tous là, alors comme Giovinco, Altidore et Bradley, il y a un 2 millions en trop 30% pour qu'ils soient de ce côté de la frontière. Donc comme un 2 à 3 millions en trop. OK. Mais maintenant, une meilleure analyse genre, comme du reste de la masse salariale de torontoise versus du côté de l'Impact de Montréal, si on sait que l'Impact est quand même plus à 15 millions si tu fais le calcul là, genre, comme de ce que ressort le syndicat de la MLS, l'Impact on dirait qu'ils sont une équipe à 3,5 millions, je veux dire vraiment. C'est pas une équipe pauvre. Non, mais exact. Mais ça a l'air de ça parce que on exclut les salaires des 4 à 5 meilleurs joueurs. Mais c'est pourquoi décider on n'a pas ces débats toute la semaine sur ça parce qu'on sait qu'on n'a pas accès à l'information. C'est ça. Mais c'est pourquoi on le fait pas. Non, et on le fait à juste titre, mais simplement pour une meilleure analyse comme de ce facteur-là qui reste dans la culture nord-américaine et même de toute façon c'est public dans le foot européen, ça reste des facteurs de compréhension de ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord. D'une part, mais moi je crois sincèrement, au-delà même que la question peut être plus ou moins déplacée, on n'entend que Nacho dans la réponse, et je crois que sa réponse a créé le moment. La manière dont il a réagi a fait en sorte on a lu toutes sortes de choses. Non mais c'est pour sa famille, pas faire ce kidnapper en Argentine. On a vu un grand clash culturel. Mais encore une fois,
Ils ont mis Jeremy Floza pour le nommer. Il a fait son travail, puis il gagne à chaque fois. Tout ce qu'il a dit. Joey Saputo, Drogba de fois, Piatti. Il gagne à chaque fois. La réponse de Piatti, combien tu gagnes toi? Eh, bro, genre, comme, il y a pas 21 000 personnes qui viennent me voir et qui payent des billets de saison pour. Oui, mais il y a, à un moment donné, genre, comme, décroche, là, genre, comme, la question a été posée parce que t'es un joueur de foot professionnel, d'accord? Donc, genre, maintenant, que tu veux pas y répondre. Ah, ok. Bah, à la rigueur, pourquoi c'est pas Saputo qui l'a dit? Moi, ça qui me dérange pas, c'est pas Saputo qui a dit, il gagne tant. Mais il laisse dire, il laisse dire. Alors pourquoi c'est à Piatti de répondre? La raison, Piatti de Moi, je suis avec Piatti. Une conférence de presse pour nous parler d'un contrat de ton meilleur joueur. Attends, c'est quoi un contrat, là? C'est un bout de papier avec écune date et un montant. Ouais, mais cette conférence de presse-là était assez, t'amènes une conférence de presse pour ne rien dire. Absolument. Et pour répondre aux questions les plus importantes, finalement. Bah, sinon, genre, comme dites-nous qu'il est renouvelé, on passe à autre chose dans nos vies, et je comprends pas comment la question, la réponse, pardon, la plus importante de la conférence de presse, tu demandes ça à n'importe qui, il a été renouvelé, combien? Même quelqu'un qui connaît pas le foot, le premier réflexe va te dire, on parle de quoi là? Mais dans le contexte de la MLS, ils ont tous des contrats de travail, pourquoi on fait un communiqué de presse pour dire qu'il a été renouvelé? Mais la vérité de la MLS, c'est que les salaires sont pas publics. Non, mais en même temps, Sofiane, on dit le top 5 des salaires. On les connaît, les 5 premiers salaires. Non, mais on les connaît, je sais, mais je veux dire, les 5 premiers salaires, on peut les classer précisément. Et même si c'est pas les vrais salaires, même s'ils ont enlevé un peu, on sait que c'est au minimum ça. On sait que Giovinco fait au minimum 7, peut-être qu'il en fait 15, je sais pas. Mais on sait que c'est le minimum et que tu spécules. Avec Kaka et Villa qui arrêtent, il est dans le top 3, top 2. Il vient de monter au... Par exemple, moi je pense que c'était avant, il aurait dû signer après la retraite. Non, mais en fait, ce qui est quand même intéressant. C'est extrêmement naïf comme de la part de l'organisation de penser que cette question n'aurait pas été posée et si c'est quelque chose que tu voulais éviter, c'est une autre preuve que l'organisation connaît pas son marché. Fais juste une petite vidéo, il mange du nacho, comme dit que c'est le meilleur nacho en ville, puis comme passe à autre chose. Ouais, mais il est combien de nacho? C'est ça le truc. Hein? Il est combien, c'est ça? Il coûte combien nacho? Arrête. Non, mais il y a l'option de pas donner le salaire. C'est pas dire, on lui a donné l'option. C'est ça. Il peut ne pas le dire. Il a choisi de pas le dire. C'est réglé. Je veux dire, si tu veux attaquer, t'attaques pas Piatti, t'attaques la MLS en disant pourquoi vous donnez pas les... Tu donnes le bâton pour te faire battre. Genre, comme si t'as pas envie qu'on te pose des questions sur ton salaire, convoque pas une conférence de presse. La notion du renouvellement de ton contrat. Mais je pense qu'on est tous d'accord, sauf Reg, que la réaction de viscérale de Piatti était inattendue. Non, moi je suis avec Reg. Non. La réaction viscérale était attendue. Tu t'attendais à ça? Moi, je m'attendais pas que ce soit aussi viscérale. Mais il a raison mais aussi viscérale. Non, mais gars, je sais pas, à mon avis, tu sais quoi? À mon avis, je pense que Joey Saputo a dû lui dire, écoute, juste dis pas ton salaire. Il a juste comme, ok. On lui a posé la question et il a vu que le gars qui lui a dit dis pas ton salaire n'a pas pris son bac puis il a rien dit. Fait que là il a juste fait comme est-ce que toi je te demande ton salaire? Il savait juste pas quoi dire. Ouais, mais cette conférence il est pris de court, il savait pas quoi dire. Moi ce qui me dérange c'est pourquoi Joey Saputo a pas step up à ce moment-là. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi il a rien dit? Mais moi j'ai une plus grande crainte. C'est le proprio, c'est lui qui donne le fric. Moi j'ai une crainte un peu plus grande. Comment si Piatti est énervé durant l'après-midi relax où il est chill, qu'est-ce qu'il va faire dans les shows du matin là, quand il va attends là, 7h du matin, bonjour matin, le gars il est à peine réveillé, comment il va faire réagir avec des questions dures live? Est-ce que ça change quoi que ce soit dans votre choix du futur capitaine de l'Impact? Non, mais tout le monde sait que Piatti peut pas être capitaine de cette équipe là. Je veux dire come on, je veux dire c'est toujours avec nous ou Non, je suis toujours, c'était un peu enflammé, c'est pour ça que je vais essayer de me placer, mais non, honnêtement, moi je suis d'accord avec Reg. Moi, en fait, là, il y a un seul problème que je comprends pas, c'est pourquoi il a pas posé la question directement à Joey Philosa, en fait. Ah, c'est vrai. C'est l'historique de la personne qui va chercher la nouvelle directement. Mais je veux dire, Reg a raison. Mais il voulait aussi faire le buzz parce que il est coutumier du fait. C'est tout. Si l'amateur connaît l'historique du journaliste, on s'entend que les joueurs connaissent aussi. Là, ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a eu le problème avec Drogba. Donc déjà, a priori, à mon avis, c'est pour ça qu'il l'a attaqué. Exactement, Piatti le voilà. Sur ça, là, comme j'aimerais juste vous entendre sur le côté du capitana. Moi, je suis d'accord avec Nilton. Ça change quoi? Mais au niveau capitaine, déjà là, ça a été un moment très drôle là, que j'ai trouvé parce qu'il avait totalement pas compris la question. Il a perdu le contrôle. C'est ça, il était énervé déjà là. Il pensait qu'il était déjà capitaine. Il pensait qu'il était déjà
déjà capitaine. Et là, je me suis dit, oh shit, si il comprend les consignes de Biello comme il comprend les questions, on est solidement dans le Ça dit trouble. plein de choses, mais ça ramène mon point. Là, il est en forme, il est en fin de saison, il est reposé. Quand il va parler dans les médias tous les jours. Non, il sera pas utilisé pour ça. Non, mais en tant que capitaine, c'est ça qui va Mais arriver. non, il peut pas, il a pas la personnalité d'être capitaine, c'est pas un leader. Ok. Piatti n'est pas capitaine. Il a lui-même dit que c'est quelqu'un de calme et de posé dans le Piatti n'est pas vestiaire. là. capitaine. Qui sera capitaine? Quelle est l'alternative? Mais- Simon? Attends, mais laisse les gens finir de répondre à ma question d'abord. Donc, comme Julien, qu'est-ce que t'en penses? Que ça change ta perception ou pas? Si ça change ma perception, en fait, je pense que le problème, c'est ça va dépendre de Piatti. S'il est vraiment payé 5 millions puis que lui, il veut absolument être capitaine. Non, mais s'il veut absolument être capitaine, je pense que ça va peut-être avoir un rôle à jouer. Tu veux que ton meilleur joueur que tu payes le plus cher soit heureux. Donc peut-être qu'il va avoir quelque chose à jouer là. Mais si tu me demandes à moi, non, je crois pas que ça devrait être le prochain capitaine. Qui ça devrait être? Je pense que Simon est là-dedans. Je suis pas sûr que le staff veut que ce soit Simon. Trop vieux, plus assez utile, je pense, malheureusement, pour être capitaine. Qui ça? Camara. Assoun. Mais après, Pierre, mais il faut avoir non, j'ai pas entendu le nom, c'est tout. Attends, foot fiction là, t'as dit qui? J'ai dit Simon. J'ai dit Simon, je pense qu'il va être dans les choix. Le dernier mot que t'as dit? Le dernier mot, j'ai dit Pierre, trop jeune, trop vite arrivé, trop de pression, ça n'avait pas de sens. Même si son nom va revenir constamment. Ouais, Attendez-vous. Bah, c'est la logique, hein. Mais c'est sûr vous que ça sera rappeler pas dans Pierre. quelle ville vous êtes, messieurs. Messieurs. Ça peut pas être Pierre. Ça peut pas être éventuellement. Non, sérieux, là. Vous vous attendez à quoi? Mais il va dans le coup. Non, mais limite, ils vont demander à Chouanière d'être capitaine avant à genre Bush. Vous êtes sérieux ou quoi, là? Dans quelle ville vous êtes? Balou. Mais c'est sûr. Avec la Balou, sélection, non, voilà. Je pense que Bernier, c'était un bon ambassadeur parce que il parlait français. Il parle français, il est québécois. C'est un plus qu'il soit bon au foot. Non, mais c'est un plus qu'il soit bon au foot. Et c'est pour ça que c'était problématique quand Bernier était sur le banc. Si Bernier n'était pas capitaine puis il était sur le banc, on n'en parlerait pas autant. Vu que Bernier était capitaine, il était sur le banc, que sa femme dit dans les médias, yo, pourquoi il joue pas? C'est problématique. Non, mais c'est problématique parce que c'est le capitaine. Non, mais. Elle a pas dit yo, mais. On s'entend, mais je pense que c'est pour ça que c'est problématique. Donc. Mais le problématique, c'est que, Bertil Bernier était le package parfait en tant que joueur et capitaine et montréalais. Et ambassadeur. Non, c'est ça. Il avait tout. Il est pas que complet, marketing, sportif, etc., communautaire. Maintenant, le prochain capitaine, l'impact a la pression de choisir la bonne personne qui va communiquer. Piatti a perdu des points. Simon en perd des points aussi. Bouge parle pas français s'il est encore là. Simon perd des points par sa personnalité? Oui, au niveau que peut-être il est trop franc. Trop froid. T'es franc. T'as pas mis des gars qui y a à Radio-Canada qui disent, ben, on est nuls. Au mois de mars. Ça marche pas. Ouais, mais ça fait du bien. Pour un capitaine, je vote pour un gars comme ça qui dit les vraies choses. Non, mais au niveau de la com, je parle de tout le. Ils ont besoin d'autre chose. Moi, je suis désolé, là, on est dans un post-mortem, mais. Non, même pas un post-mortem. Ça fait longtemps. Comme imaginez quand ce sera le post-mortem, tout le monde qui nous écoute. Non, mais pour dire, je pense qu'un capitaine doit être, je sais pas, il doit être volubile, il doit être chaud, quoi. Il doit pas être un gars. On vote ici, là, chacun. Votez plus pour Simon ou Piatti comme ça. Simon. Mais sais-tu quoi? Non, mais. Piatti a perdu des points hier. Même avant hier. Piatti est pas dans l'équation. Je suis d'accord, mais tout doute que j'avais a été résolu par ça. De toute façon, il faut au préalable se trouver un coach. On a oublié un joueur. Et c'est lui qui va le décider. On a oublié un joueur, Jim Miley. J'ai ça comme ça. Non. J'ai ça comme ça. Il y a l'âge. Oui, c'est ça qui va finir. Il y a l'âge, il y a la langue, il y a la crédibilité. Capitaine d'équipe de Suisse, et voilà. Drop the mic. Mais remets tes écouteurs parce que c'est écrit dans le ciel que par défaut. éliminé de 0. Ouais. Mais c'est écrit que par défaut, le quatuor, ça va être justement Piatti, Simon Dilmailé et Piet pour l'effet maison. Même Bush avant, je te dirais. Non, Bush, non. Vous êtes sérieux, là? Balou parler de Balou. C'est pas Bush. Oui, mais pourquoi Bush? C'est parce qu'il a déjà eu et puisque genre que plus. Non, c'était pour faire sympathiser. Est-ce que Balou peut être capitaine quand il va à la Côte d'Ivoire en sélection nationale? Non, mais je sais pas. On est sérieux, là. Non, mais je pense vraiment qu'on va se retrouver un peu avec le même problème que comme quand Didier est parti puis qu'on est comme, il faut essayer de le remplacer. Bernier était tellement important puis il y a tellement un lien unique que peu importe c'est qui, on sera pas capable de le remplacer à la même. La perte de Bernier va être beaucoup plus grande qu'on pense. Et on va pas réaliser. On n'est pas prêt. Et une fois de plus, ils sont pas prêts pour ça. Pareil, ils sont pas prêts. Mais non, ils ont déjà manié, c'est déjà fait. Tout va bien. Non, mais ils sont pas. Honnêtement, ils sont pas prêts, que ça soit en termes de communication. Bernier a 38 ans.
Je peux pas croire que t'as pas prévu que ce jour arrivera, là, le 22 octobre, là. Mais non, mais c'est comme la première neige à Montréal. La question qui tue, la question qui tue, mais sans avoir de réponse, est-ce que l'Impact planifie de prolonger Bernier la dernière fois? C'est comme ça. Non, c'est ça. Là, ça va être une triste fin, à mon avis. T'as pas lu son billet, toi? Ouais, t'as pas lu ce matin. Moi, j'ai pas pleuré, mais c'était bien. Bon, vas-y. Bon, j'ai un peu de rétro-fiction, entre fiction et science-fiction. J'ai un top 3 facteurs ou raisons comment l'Impact aurait pu faire les playoffs en 2017. Oh boy. 2017, ok. Est-ce que ça implique d'avoir des adversaires? C'est pas, c'était mon 4ème, je l'ai enlevé. Tapis vert, j'ai enlevé. Bon, voilà. Bon, alors, on aurait pu faire les playoffs si? On aurait pu faire les playoffs si Mancuso aurait eu un deuxième plâtre. Pensez-y. Avec un plâtre, dans le bras droit, je pense, il a failli marquer un but de la tête contre New York City FC, à la maison, puis il a marqué le but de sa carrière contre Colorado. Moi, je dis un deuxième plâtre, ça aurait aidé à équilibrer les choses. Un plâtre au bras, je pensais qu'ils ont comme un plâtre dans les jambes. Moi, j'aurais dit. Moi, j'ai compris un plâtre dans la tête. Moi, je pense que ça aurait aidé. Un deuxième plâtre dans le bras gauche, comme ça aurait équilibré les choses, puis il aurait eu une saison incroyable. Moi, j'aurais pensé qu'un plâtre qui aurait forcé la titularisation de Jackson Hamel. Non. On parle de plâtre. Non, ok. Maintenant, deuxième option. La déchéance de nationalité de Anthony Jackson Hamel. Sur le passeport canadien, il s'en va pas avec la Gold Cup et Team Canada. Il est là, il marque 15 buts de mars à décembre et l'Impact est champion MLS. T'es sérieux, tu crois vraiment que dans la grosse fiction. 15 buts? Est-ce que tu sais que c'est un moment comique, hein? Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté, ma raison numéro 1 pour que l'Impact aurait pu faire les playoffs, c'est un deuxième plâtre au bras pour Mancuso, ça aurait équilibré les choses. Deuxième, la déchéance de nationalité d'Anthony Jackson Hamel. On lève le passeport canadien, il peut pas aller en sélection et il joue titulaire pendant 25 matchs puis il marque 15 buts. Et il gagne la Coupe MLS. Et mon troisième et dernier, inspiration de Julien Tardif, qui toujours attend, les transferts, le transfert des matchs en main MLS. J'aurais parlé de ce concept-là, et je l'ai inventé. L'Impact avait des matchs en main, ils ont rattrapé un retard énorme par rapport à Atlanta. Ça a pourri leur saison. Mais durant leur séquence, il y a eu un rattrapage. Mais t'as le concept, si t'as un autre club a des matchs en main, tu peux l'acheter comme l'argent de location. Je te donne $500,000, je prends ton match en main. C'est comme dans la NFL, tu refuses le match en main, mais tu prends un point. Exactement. Au moins, t'as un point. Demande ton match en main, je vais le jouer pour toi, je te compense 500 000, 1 million. Et tu penses que Braz aurait été l'homme de la situation pour gérer ça? Donc c'est incroyable. Avec ces trois facteurs-là combinés intelligemment. C'est écrit sa carte d'affaires, tu crois? Non, mais on l'a su hier. Deux choses qu'on a su, le salaire de Piatti et le rôle de Braz. Et la gestion du stress en immédiat de Piatti. Mais avec ces trois facteurs-là, je pense que l'Impact aurait fait les playoffs en 2017 et la prédiction d'Hamilton aurait été totalement fausse. Mais bon, moi j'ai pas de mérite, je suis négatif. Ouais, mais... Ou alors avoir Falcao dans ton équipe, ça aurait pu aider aussi. Oh. Oui, ça va pas en conflit avec mon déchéance de nationalité, c'est bon. Non, mais blague à part. Blague toujours. Jackson Hamel. Non, mais c'est vrai quand même, les timings genre, des matchs du Canada, vraiment des matchs inutiles. Les gars, je travaille moi avec ça. Non, je fais du travail, moi. Ça n'a pas aidé, je veux dire. Ouais, mais ils ont gagné un joueur, là. Grâce au match du Canada, ils ont récupéré un milieu défensif. Non, c'est hashtag MFC qui a recruté Piet. Arrête de faire semblant que c'est Jackson fait, ok? Piet a été recruté par hashtag MFC. Ouais, ben justement, le fait que hashtag IMFC avait le câble et a pu voir le match contre Curaçao, man, ils ont pu le mettre puis genre dire qu'il faut acheter ce gars-là. Justement, raison de plus, c'est le fait qu'il soit canadien puis qu'il soit allé en sélection puis qu'on ait pu voir le match. Est-ce qu'on sait si le canal était en free preview durant ce mois-là? Non, pour tout le monde. On continue encore. On squeeze là. On va finir un peu sur l'actualité Coupe du Monde. Coupe du Monde. 1, 2, 3. We believe. Un petit mot justement sur les États-Unis. On va parler de ça, leur désillusion, éliminés sur un but non valable. Ils avaient qu'à mettre la goal line technologie au Panama. Hashtag pas de budget. Con caca. Est-ce qu'on peut parler de réaction viscérale? Oh mon dieu. Qu'est-ce que vous en pensez globalement de l'élimination américaine? J'ai vu que Reg a fait un tweet genre... Yes! C'était très spontané. Et j'y ai réfléchi environ une demi-seconde et j'ai appuyé send. Mais moi je trouve il y a des gens qui m'ont dit Why? What's wrong with you? En anglais. C'est quoi ton problème? C'est pas bon. Je suis comme, en anglais avec un accent de Schlager. J'adore Theodore. Et moi honnêtement, c'était plus par rapport à... Je trouve que les États-Unis, tu regardes les dernières Coupes du Monde, t'écoutes surtout un gars comme Alexis Lalas, t'as vraiment l'impression que les États-Unis peuvent mettre une branlée à n'importe quelle équipe dans l'Europe. Donc, je pense que c'est juste
ça les ramène un peu sur terre. Puis je pense c'est une bonne chose. Je suis pas d'accord que ça va ralentir la progression. Puis j'ai gardé un tweet. La progression de quoi? De la MLS? De la MLS, soccer ici. Ouais, moi j'ai gardé un tweet de Philippe Éponce que je salue, @FrozenPuma. Il a dit qu'on m'explique en quoi la sortie des USA est mauvais pour la MLS. Plein de joueurs du circuit ont fait la différence pour leur pays ce soir. Puis c'est trop vrai. Je veux dire, c'est pas parce que les États-Unis, soi-disant le plus gros pourvoyeur de joueurs en MLS, ne se qualifient pas pour une raison X, parce que les joueurs, ils en avaient rien à foutre visiblement par rapport à leur niveau. Ça arrive. Voilà, c'est tout. Moi, je pense qu'ils ont raté. Reality check. Puis on passe à autre chose. Exactement. Je pense qu'ils vont mieux rebondir, limite. Mais moi, ce que je trouve frustrant, c'est que, en tant qu'ils ont la même réaction hyperbolique quand ils vont en Coupe du Monde et quand ils font un match où ils perdent contre la Belgique en prolongation, autant que c'est le même niveau d'hyperbole quand ils se font éliminer. Mais les mecs, vous pouvez pas avoir les deux mêmes réactions pour deux résultats différents. Mais c'est dans la nature des Américains aussi. Ils sont faits comme ça. Les médias US, les réactions sont pas les mêmes. Et je pense que là, il y a eu quand même il y a une ouverture comme de leurs yeux, parce que tu leur demandes le match contre la Belgique, la plupart pensent qu'ils ont fait un super match. Genre, comme Howard a quand même fait un record d'arrêt en Coupe du Monde. À partir du moment que ton gardien est le meilleur joueur de ton équipe, t'as pas fait un bon match. Dans une compétition centenaire, Howard a fait un record d'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a jamais un gardien qui a pris autant de tirs. Même pas de la gâchée. Et pour eux, ils sont en train de nous parler de l'action de Wondolowski. On aurait pu se qualifier. For real? Mais moi, je parle pas du contenu de la réaction. Je parle genre de l'intensité, de l'amplitude. Je me dis, mais les gars, faut se calmer. Et surtout que ce que je trouve marrant, c'est qu'à un moment, ça prouve un peu aussi de l'arrogance des médias, parce que un truc, j'observe les médias US depuis le fameux Algérie USA en 2010, où j'ai eu vraiment, c'est rentré dans ma face. Il faut que ça sorte, vas-y. Non, j'ai absorbé, et j'ai vu que, honnêtement, et vous connaissez les médias algériens, c'est très très viscéral, très très intense. Ah bon? C'est One Scoop, mec. Non, mais c'est fake news. Non, mais je parle aussi à notre public, au 300e. C'est pour dire que ils sont vraiment l'un proche de l'autre. Juste qu'un est beaucoup plus professionnel en termes de structure, mais à part ça. Algérien, bien sûr. Non, US. Je parle des médias US, c'est beaucoup plus professionnel, une meilleure structure. Mais en termes de réaction et de manque d'objectivité totale, c'est aussi grave. Julien, il y a un bon aspect de ton dernier billet, justement, où tu parles de l'effet positif de la MLS sur la CONCACAF. J'aimerais que tu t'entendes un petit peu dessus. Ouais, exact. Ben, c'est un peu... Non, mais je vais réagir aussi à ce que disait Sofiane de la réaction peut-être grande. Moi, je vois pas ça comme si mauvais, dans un sens. Ça veut dire que, ben, premièrement, les gens, ils tiennent dans leur équipe, puis ça peut juste pousser puis mettre une certaine pression pour que l'équipe, justement, grandisse, apprenne de ça, puis recrée pas peut-être les mêmes erreurs. Après, moi, je pense que c'est facile de l'extérieur de se dire, l'équipe américaine, c'est la Ligue américaine, donc la MLS part au jeu. Mais comme on a vu hier, c'est Roman Torres qui a marqué le but gagnant pour le Panama. Venegas a marqué avec le Costa Rica. Watson a marqué le but. Albert Ellis au Honduras. Donc, je pense que ça fait juste... La MLS n'a pas le choix de se tourner vers le reste de la CONCACAF. Il y a une certaine corrélation, mais elle n'est pas aussi forte que les gens disent. Non, c'est pas les gens. Okay? Donc, comme il faut remettre dans le contexte. Don Garber a très souvent associé les bons résultats de l'équipe nationale américaine à la MLS. Donc, déjà là, c'est on him, ok, donc comme de nous faire croire que les progrès de la MLS sont corrélés aux progrès de l'équipe nationale américaine, et que le fait que la MLS soit de plus en plus forte et il ramène tous les stars américaines pousse. Ça, c'est une mauvaise idée. Poussnich là, il vient pas avant. Pulisic. Ouais, avant 2024. Je suis en train de faire des calculs pour un âge, j'aurai 35 ans. Tu sais. Il y a 19. Ceci étant dit, on peut pas omettre le fait que ça peut avoir un frein. Je suis désolé, même si vous dites que... Ouais, il y a une corrélation, mais elle n'est pas aussi forte que les gens l'annoncent en ce moment tout de suite. Elle n'est pas aussi forte, mais elle existe, parce que dans un cheminement, dans une progression constante de cette ligue-là et de l'équipe nationale américaine, qui était en Coupe du Monde depuis 94, ils l'ont toujours été, ça ouvre quand même une fenêtre. Parce que là, le Costa Rica, ils vont y aller, mais on va pas parler forcément de Watson qui joue pour Dallas. On va parler du Costa Rica, on va parler du Honduras. Julien, je suis d'accord, mais le problème c'est que les gens ils font l'analogie avec l'Allemagne des années 2000 qui se casse la gueule, qui refait son programme, et les États-Unis peuvent le faire. Mais ça n'a rien à voir, l'Allemagne a 200 ans d'histoire. Mais Julien, c'est ce que je te dis. L'Allemagne a commencé à jouer au foot avant l'existence du foot. Justement, mais c'est ce que je dis. Les gens font cette analogie, mais un peu prématurée. C'est tout ce que je dis. Soit dans le concret, genre vraiment dans le concret. Dans les vraies affaires. Genre comme non, mais ça, concrètement, Jules, explique-nous comment ça va freiner la progression du foot aux États-Unis. Ou au Canada. Non, mais c'est juste une sorte de vitrine. Tu vois ce que je veux dire? Là, la MLS devenait, honnêtement, même vu d'Europe, vous allez peut-être pas me croire et tout, mais on en parle.
on en parle. Et excuse-moi, parce que mais Giovinco et Villa, ils la vendent bien, Julien. Peut-être, c'est pour ça. Mais ça fait partie. C'est pour ça. Mais ça fait partie. Ça fait partie. D'accord. Mais quand les États-Unis, ils vont faire un bon, même s'ils se sont fait ultra dominer, mais quand ils arrivent tant bien que mal à faire un quart de finale, on se dit, mais au final, ils jouent aussi au foot. Ils font pas que du basket. Je suis d'accord, mais limite avec Villa qui va être sélectionné avec la Riora pour la Coupe du Monde, ça va être limite plus vendeur que ça va être plus vendeur parce qu'ils vont se dire